Bonjour à tous, nous sommes samedi et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous soufflent samedi après-midi et vous vous reposez. J'ai une question, pourquoi vous reposez-vous? Parce qu'on est samedi ou parce que vous êtes fatigué? Et si vous êtes fatigué, j'ai une autre question encore. Vous êtes fatigué de quoi? Du travail? De la semaine? De l'ambiance, du sport, des médias, du virus, du désordre, vous êtes fatigué des autres. On a finalement beaucoup de raisons d'être fatigué. La fatigue, c'est précisément ce qui occupera toutes nos réflexions durant cette partie de l'après-midi. Réflexion très douce, sachez-le, réflexion souriante. Réflexion que partageront deux personnalités qui vont croiser leurs regards. D'un côté, nous avons un philosophe, Éric Fiat. Bonjour Éric. Bonjour Thierry. Et d'un autre côté, nous avons un anesthésiste urgentiste, Denis Köstner. Köster, pardon. Köster, oui, Je confonds tout de suite avec. avec Merci Kevin, beaucoup, Denis, d'être avec nous. Et Merci tout de pour suite, je l'invitation. vous emmène tous les deux à la Ferté-Saugeoire. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Ferté-Saugeoire encore, mais vous irez voir sur Google où ça se situe, c'est une toute petite ville dans une très grande campagne, à une trentaine ou 35 kilomètres de Paris environ, quand on se dirige vers Reims. Éric Fiat, c'est là où vous habitez. Et quand vous regardez votre localité de haut, eh bien, vous estimez finalement que vous êtes au cœur d'un réseau de grands hommes, de grands talents qu'ont laissé finalement les siècles derrière eux. Quels seraient ces talents qui sont autour de vous? Dites-moi. Si j'avais vécu au XVIIe siècle, eh bien, je me serais trouvé à 26 kilomètres de Jean de La Fontaine, qui habitait à Château-Thierry, à 21 kilomètres de Jean Racine, qui habitait la Ferté-Milon, à 16 kilomètres de Bossuet, qui habitait Meaux, et à quelques kilomètres de plus de ces génies absolus que sont Pascal et Molière. Donc moi qui essaie d'être philosophe et qui essaie de temps en temps d'écrire un peu, je viens d'écrire d'ailleurs sur la fatigue, je me dis de temps en temps, quand on est entouré par de tels génies, ce serait bien de ne pas écrire trop de conneries. Voilà pourquoi habiter à la Ferté-Saugeoire, ça oblige à essayer d'écrire comme écrivaient ces génies. Alors, ils ne passent pas pour être des philosophes, enfin, à part Pascal. On ne dit pas que Molière, on ne dit pas que La Fontaine, on ne dit pas que Bossuet, on ne dit pas que Racine sont des philosophes. Mais je les aime beaucoup parce que, au fond, sur les sujets absolument fondamentaux, le désir, l'amour, la souffrance, l'angoisse, la fatigue, ils écrivent, je crois, beaucoup mieux que les philosophes, avec fluidité, avec grâce. Et c'est un peu ça mon modèle, l'écriture du XVIIe siècle. Voilà pourquoi, quand on habite à la Ferté-Saugeoire, on est requis par ces génies. Un jour, on interrogeait Jean Rochefort et on lui demandait mais pourquoi vous n'avez pas publié? Et il avait répondu ceci: j'ai beaucoup écrit et puis je me suis relu. Vous êtes philosophe donc, Éric, professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel, et vous donnez cours d'éthique à des étudiants en médecine. Très jeune, vous vous êtes posé des questions dont vous ignoriez à l'époque toute la portée philosophique, et c'est votre professeur de littérature qui vous a demandé de patienter. Alors j'imagine qu'en terminale, vous vous êtes régalé ou pas? Ah, je me suis pas tellement régalé parce que j'attendais tellement de la classe de philosophie que j'en attendais peut-être trop, si vous voulez. L'attente fomente la déception. Quand on n'attend pas grand-chose, on ne risque pas d'être déçu. Quand on attend beaucoup, on risque de l'être. Alors, la prof de philosophie que j'ai eue me mettait de très bonnes notes. Donc, je l'aimais beaucoup. Et je dirais que ce n'est pas vraiment elle qui a confirmé ce désir de philosopher. C'est plutôt le prof de philo que j'ai eu en Cagne, que j'ai tout de suite reconnu comme mon maître. Je me suis dit, cet homme-là a eu une aura prodigieuse. Il est philosophe. Si je deviens philosophe, j'aurai peut-être cette aura plus prodigieuse. Bon, ça n'a sans doute pas marché, mais c'est cette rencontre, ce sont ces deux personnalités, le prof de français de première
le prof de philo de Cagnes, qui m'ont donné envie de me lancer dans cette exaltante et étrange aventure qu'est la philosophie. Alors vous avez précisément, et c'est pas un jeu de mots, vous avez une philosophie personnelle de la philosophie. C'est un moyen de vivre, dites-vous, de vivre mieux, de vivre plus juste, de vivre le bien, appelons ça comme on veut, un moyen de vivre, mais ce n'est pas une fin. Si c'était une fin, on ferait quoi avec la philosophie? Alors, je dirais que ça n'est pas une... Bon, la définition que je reprends, c'est philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et donc, il me semble que plus importante que la philosophie est la vie. Et elle ne m'aide pas à vivre comme m'aide peut-être à vivre nos contemporains, je ne sais pas moi, la médecine, la psychologie, la psychanalyse, le yoga. Son utilité n'est pas directe. Mais comme disait Jean Kelevitch, on peut philosopher, on peut vivre sans philosopher, comme on peut vivre sans musique, comme on peut vivre sans amour, mais moins bien. Et voilà pourquoi vous avez écrit un ouvrage en 2018 qui s'intitule Ode à la fatigue. D'abord, c'est étrange, étonnant de le trouver sous la plume d'un philosophe ou d'un professeur de philosophie. Ode à la fatigue, pourquoi avoir entrepris cet ouvrage-là? Les raisons sont évidemment diverses. La première est celle à laquelle vous avez fait un peu allusion, le fait que j'enseigne la philosophie à des soignants, qu'ils soient médecins ou non médecins. Je corrige ce que vous avez dit tout à l'heure, je n'enseigne pas la philosophie à des étudiants en médecine, j'enseigne la philosophie en formation continue à des personnages qui sont déjà soignants, médecins pour à peu près 2/3, non médecins, c'est-à-dire infirmières, kinésithérapeutes, sages-femmes, pour le tiers qui reste. Donc vous pourriez avoir comme élève Denis Coster. Ah ben, par exemple. C'était un grand honneur. Poursuivez, Eric, poursuivez. Que j'aurais peut-être encore. Merci Thierry de m'envoyer un étudiant d'une telle qualité. Je ne sais comment vous remercier. Vin rouge ou vin blanc, vous me direz à la fin ce que vous préférez. Non, nous ne manquons pas d'étudiants. Et alors, ces étudiants m'ont mis au travail parce que la fatigue est une réalité dans le monde hospitalier. Et je me suis senti un peu honteux et confus, comme le corbeau de la fable, lorsque j'eus l'impression, moi qui ne suis pas soignant, de dire aux soignants ce qu'ils devaient faire et devaient ne pas faire. Tout s'est passé comme si j'étais, sans m'en rendre compte, passé de l'éthique à la déontologie. La déontologie, c'est le discours sur les devoirs, déon en grec, c'est le devoir. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques années, qu'il y avait ce risque de dire aux soignants, moi qui ne le suis pas, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent ne pas faire. Or, il est facile, un beau matin de mai, quand on est en pleine forme, qu'on s'est trouvé beau ou belle dans le miroir, qu'un inconnu vous offre des fleurs dans le chemin vers l'hôpital, qu'on est félicité par tous ses collègues, et qu'on rencontre un patient gratifiant. Oh merci docteur, vous êtes mon petit rayon de soleil, ce que vous faites pour moi c'est merveilleux. Il est facile donc d'être comme on doit être, de faire ce qu'on doit faire, d'être à la hauteur des grands devoirs de l'éthique médicale, ce jour-ci quand on est en pleine forme et que tout se passe bien. Mais je crois que la réalité du soin, c'est plutôt ce jour-là. On se réveille d'assez méchante humeur, déjà fatigué, on ne se trouve pas beau ou belle dans le miroir. C'est Cocteau qui a dit les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. On marche dans les rues pour aller à l'hôpital, aucun inconnu nous offre des fleurs. On arrive à l'hôpital, on se voit l'objet de toute une série de reproches et on ne rencontre pas le malade gratifiant d'hier, mais un malade agressif, acrimonieux, qui n'a peut-être d'autres moyens de dire sa souffrance que l'agressivité. Eh bien, quand la rencontre entre le soignant et le soigné, c'est la rencontre d'une forme et d'une gratitude un beau matin de mai, là, les choses sont beaucoup plus faciles que quand cette rencontre, c'est un triste après-midi pluvieux de novembre, la rencontre d'une fatigue et d'une acrimonie. Et voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire sur la fatigue, c'est parce que mes étudiants m'ont dit, au bout de quelques années, ce que vous dites est très beau, mais être à la hauteur de ce que l'on doit être, c'est difficile quand on est fatigué, quand on est épuisé. Donc la première raison qui m'a fait écrire, c'est cette requête, cette réquisition venue de mes chers étudiants.
Ça, c'est une première raison. Denis Coster, vous êtes anesthésiste, vous êtes urgentiste, vous sentez-vous fatigué, mais fatigué parce que précisément vous vous donnez plus et plus encore à vos patients. Alors, la fatigue, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt à gérer, parce que finalement, dès, je dirais, notre plus jeune âge d'étudiant, dès qu'on est externe, ce qui est entre guillemets le premier grade, on nous apprend à faire des gardes. Et à l'époque, quand j'ai commencé toutes ces gardes, il n'y avait pas ce qu'on appelle le repos de sécurité, c'est-à-dire que on enchaînait après 24 heures de travail, on enchaînait une nouvelle journée. Et on se posait pas la question de savoir si c'était bien ou mal, parce que de toute façon, c'était comme ça. Je me souviens que même quand j'étais interne, mon plus gros temps de travail sur une semaine, ça avait été 120 heures. J'avais fait 120 heures sur une semaine où j'avais enchaîné les nuits, les journées, pour finir sur un week-end de 48 heures. Donc, on ne se pose pas vraiment la question parce que c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que depuis 99 à peu près, il y a le repos de sécurité qui a été institué et qui est même devenu obligatoire. Et c'est pas forcément simple dans les hôpitaux, mais j'ai de la chance de travailler en clinique, donc c'est un petit peu différent. Mais dans les hôpitaux, c'est pas toujours simple d'avoir le droit au repos, parce qu'il y a cette idée un petit peu sacrificielle du médecin qui doit se vouer corps et âme à ses patients, et donc il doit s'oublier lui-même, même si pourtant soigner, c'était pourtant pas se nier soi, mais bien souvent il y a cette notion de s'abandonner au patient, de mettre toute sa vie pour le patient et de se négliger. Donc la fatigue, je pense que d'une certaine manière, on apprend à vivre avec, on l'oublie et on la refuse. Je pense que je suis certainement un des rares anesthésistes de France à ne jamais boire de café, tout simplement parce que je n'aime pas ça. Mais c'est vrai que beaucoup de médecins ou de chirurgiens fonctionnent au café pour justement lutter contre cette fatigue. Après, la question est de savoir quelle est cette fatigue, pourquoi il y a cette fatigue et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ça, c'est autre chose. En tout cas, voilà, personnellement, j'ai la chance, en tout cas, de m'endormir extrêmement vite, de me réveiller extrêmement vite et de gérer au mieux ma fatigue physique du moins. Et vous exercez à la clinique de la Muette à Paris. Vous Voilà, tout à fait. tournez d'ailleurs vers l'anesthésie parce que, dites-vous, les réanimateurs et les urgentistes sont le dernier rempart de la vie. C'est beau et à la fois c'est profond et vrai. On le voit actuellement. La bataille, elle est là, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que on a une casquette multiple quand on est anesthésiste. On est à la fois anesthésiste, donc là pour endormir pour le bloc opératoire. On est également réanimateur, même si actuellement je travaille plus vraiment en réanimation. Enfin, j'ai eu l'occasion d'y travailler au plus fort du Covid pour venir en soutien à l'hôpital. Et on a aussi toute une casquette d'urgentiste. J'ai eu l'occasion de faire du SAMU, des urgences et même de la médecine de la douleur. Donc c'est extrêmement vaste. C'est pour ça effectivement que j'ai choisi ce métier d'anesthésiste, parce qu'il est extrêmement large. Alors oui, évidemment, à partir du moment où on endort un patient, c'est vrai que l'anesthésie semble d'une étonnante banalité, mais quand on prend vraiment conscience de ce qu'on fait, on emmène quand même un patient dans un coma artificiel, d'où il va falloir le ramener. Donc effectivement, nous sommes de facto le dernier rempart de la vie. Il est vrai que quand il y a une urgence quelque part dans un hôpital ou une clinique, en général, le dernier recours, c'est l'anesthésiste ou le réanimateur. Vous devez connaître la physiologie, le traitement de la douleur. Vous enseignez également l'hypnose. Vous avez été formé à l'école française, vous avez été formé à l'école anglaise et vous êtes également coach en santé. Et vous êtes de ce point de vue d'ailleurs aussi titulaire de 2 titres universitaires qu'il est rare de cumuler, diplômé en médecine de prévention du vieillissement et diplômé en médecine anti-âge. Alors, prévention du vieillissement, ça, mon Dieu, tout le monde a au minimum une toute petite idée de ce que cela pourrait être. Mais dites-moi, la médecine anti-âge, de quoi s'agit-il? Alors, la médecine anti-âge, le terme est assez mal choisi parce qu'en fait, ça vient du mot anti-aging en anglais, mais en fait, ça ne devrait pas avoir, mais ça serait
plus notre ami philosophe qui pourrait répondre à cette notion, mais la question n'est pas d'être anti-l'âge, puisque de toute façon l'âge est inexorable, c'est plutôt marcher avec l'âge et pouvoir accepter cet âge. Je pense que la traduction de anti-aging, qui a été traduite par anti-âge, ne fait pas vraiment ressortir le sens profond de ce terme. J'aime l'idée de se dire que on ne cherche pas à fuir notre âge, puisque c'est impossible. On cherche plutôt à marcher avec et à faire au mieux qu'on peut. Ah, désolé, une petite moto qui passe. Merci beaucoup. Les fidèles de Bibouda vous connaissent bien. Vous proposez différents produits sur l'immunité, comment arrêter de fumer, comment se nourrir, s'alimenter sans sucre. Vous proposez également des formations, des accompagnements sur les douleurs chroniques mentales ou physiques. Nous en reparlerons d'ailleurs. Et vous réalisez tout cela d'ailleurs avec votre épouse Valérie. Eric Fiat, Denis Koester, on ressent tous des fatigues. Vous en avez parlé, et l'un et l'autre d'ailleurs. Et le mot, semble-t-il, cache un arc-en-ciel de sensations. Je posais la question aux deux, comment dresser le périmètre de ce mot-là? On dirait qu'il est polysémique, qu'il est multiple, que l'on porte en nous tout un dictionnaire de fatigue finalement. Comment on les classerait? Dites-moi, comment on ferait le périmètre de ce mot-là? Je commence avec Eric. Si vous voulez. En effet, parler d'un arc-en-ciel de fatigue est une bien belle formule parce que on peut identifier à première vue de bonnes et de mauvaises fatigues. Toutes les fatigues ne sont pas mauvaises, certaines sont bonnes. Je dirais que la fatigue du sportif vainqueur, la fatigue de l'amoureux qui accueillit dans les bras de son amoureuse toute la nuit les doux fruits d'amour, la fatigue de celui qui aime son travail et à la fin de la journée a l'impression de l'avoir bien fait, sont de bonnes fatigues. Parce que je dirais que ce sont des fatigues du corps, mais non pas de l'âme. Car je dirais que ce sont des fatigues du corps, mais non pas de l'âme. Tout se passe comme si le fait d'avoir gagné le match, d'aimer et d'être aimé, eh bien donner une joie qui dilate les quelques forces qui restent encore en soi. Le fait d'aimer son travail et d'avoir l'impression du devoir accompli ou du travail bien fait, là encore, donne un plaisir moral qui fait que cette fatigue bonne est ce que j'appellerais une fatigue sans lassitude. Une fatigue sans lassitude. Ce qui fait qu'on va aller au repos non pas comme un remède, mais comme une récompense, voyez. C'est aussi la fatigue de celui qui choisit sa fatigue. Souvent sont bonnes les fatigues qu'on s'est choisies. Personne ne nous oblige le samedi ou le dimanche d'aller faire un footing, de faire 15 kilomètres en vélo. On en revient fatigué, mais du simple fait que cette fatigue a été choisie, elle a chance d'être bonne. Mais il y a aussi les mauvaises fatigues. Et par symétrie, je dirais la fatigue du sportif vaincu. La fatigue de l'amant qui n'est pas victorieux, je n'en dis pas plus. La fatigue de celui qui n'aime pas son métier, qui a l'impression de vivre l'existence plus comme un fardeau que comme un cadeau, eh bien, sont de mauvaises fatigues parce que ce sont des fatigues et du corps et de l'âme. Ce sont des fatigues avec lassitude. Et le drame de ces mauvaises fatigues, c'est qu'elles ne trouvent même pas dans le repos son remède. Car celui qui connaît la mauvaise fatigue va dormir de ce que j'appellerais le sommeil de l'injuste. Les trois premiers, les hommes de la bonne fatigue, connaissent le sommeil du juste. Et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a même pas besoin d'être très long pour être réparateur. Après une nuit d'amour, on est tellement heureux qu'on n'a pas besoin de dormir longtemps pour retrouver le goût de la vie. En revanche, les trois autres personnages, ceux qui connaissent des mauvaises fatigues, eh bien, ceux-là dorment de ce que j'appellerais le sommeil de l'injuste. C'est un sommeil traversé de moments d'insomnie, ce que Baudelaire appelait ces vagues terreurs qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Ou alors, c'est un mauvais sommeil parce que c'est le sommeil dans lequel on tombe comme une masse, voyez. Ça n'a rien à voir avec le doux sommeil que connaissait Montaigne. Ou alors Philippe Noiret dans Alexandre le Bienheureux, vous voyez. Il faut prendre le temps de prendre son temps. Il se glissait dans le lit avec un bonheur extraordinaire. Mais celui qui connaît la mauvaise fatigue, non, va au repos comme un remède. Et en fait, il se réveille tout aussi fatigué qu'il s'est couché. Alors bien sûr, parler d'un arc-en-ciel, entre ces bonnes fatigues purement bonnes
ces mauvaises fatigues purement mauvaises, bien sûr, il y a tout un arsenal, tout un herbier, tout un nuancier de fatigue. Et je crois en effet que on clarifie un peu la philosophie de la fatigue en distinguant d'abord entre les bonnes et les mauvaises fatigues. Je ne sais pas si notre collègue médecin donnera un écho scientifique ou médical à ce que je propose. Ah, mais c'est magnifique déjà, voilà. Et évidemment que c'est très intéressant maintenant d'écouter Denis sur ce point-là. Moi, je retiens, il y a des bonnes et des mauvaises fatigues. La fatigue qui est provoquée par une activité qui finalement n'aurait pas de sens, celle-là serait vraiment mauvaise. Il y aurait des blessures à l'âme. C'est ce que dit Eric. J'aime aussi la formule des fatigues qui ne trouvent pas de repos. Magnifique. Denis, votre avis de médecin, du coup. Moi, je vais reprendre un petit peu la même chose. Alors, c'est vrai que je vais être plus basique, c'est-à-dire que on va considérer qu'il y a deux types de fatigue, une fatigue physique et il y a une fatigue morale. La fatigue morale, on n'en a pas forcément parlé avec Eric comme étant possiblement aussi une bonne fatigue. La fatigue, à partir du moment où on a fait un travail intellectuel extrêmement prenant, mais qui finalement est très gratifiant, comme par exemple écrire un livre, peut provoquer une fatigue morale qui serait positive. C'est vrai que en préalable de toutes les fatigues dont on peut parler, et là c'est le médecin qui parle, je pense que qui dit fatigue dit message du corps, et ce message doit être écouté, parce que ce message effectivement peut être juste dû à un travail trop important, à un effort physique trop important, ou à une nuit d'amour, que sais-je. Par contre, il faut quand même savoir que la fatigue, qu'en médecine on appelle asthénie, correspond à peu près à 10 à 15% des motifs de consultation en médecine. Et même si, bien souvent, cette fatigue, elle est due à peut-être à du stress ou à l'usure du temps ou à une anxiété ou à une vie tout simplement difficile ou une période difficile comme celle que l'on connaît actuellement, il faut aussi se dire qu'elle peut être aussi le signal de quelque chose. Ça peut être le signal peut-être d'une maladie, ça peut être le signal d'un dysfonctionnement dans le corps, un petit peu comme si le corps disait « Attends, je t'envoie un signal parce que là, il y a quelque chose à analyser ». Ça rejoint tout à fait ce que disait Eric de ces fatigues on pourrait dire bonnes ou mauvaises, mais qui sont en tout cas, je dirais toujours, j'ai stress sur le fait que c'est un signal. Et un signal doit être écouté, analysé, et il faut qu'il soit après géré. La fatigue serait du coup un symptôme, si je comprends bien. Enfin, pardon, peut-être un symptôme, ou bien elle est toujours, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est toujours symptôme. Parfois, ça un message. Un message, d'accord. Et y a-t-il du coup des mauvaises fatigues? Y a-t-il des messages qui disent attention, ici vraiment on va à la catastrophe? Alors oui, parce que finalement il y a des pathologies extrêmement graves qui se manifestent par de la fatigue. Si on prend par exemple le cancer ou les leucémies, les maladies du sang, peuvent très bien ne se manifester au début du mois que par une simple fatigue. Après, c'est là où il faut écouter vraiment la demande de la personne et la décoder. Parce que finalement, tout le monde dit je suis fatigué. Mais est-ce que je suis fatigué parce que voilà, j'ai un stress, parce que j'ai trop de travail, parce que j'ai couru le 100 mètres, parce que j'ai passé une nuit d'amour, ou est-ce que je suis fatigué d'une manière chronique parce qu'il y a quelque chose dans mon corps qui me dit il y a un dysfonctionnement. Et c'est vraiment là qu'il faut vraiment écouter la plainte de la personne. Et bien souvent, face à un patient qui viendrait voir un médecin, si le médecin rejette toute cause organique, la tentation serait assez facile de dire vous n'avez rien, c'est dans la tête. Et je pense que c'est quelque chose d'assez ignoble, parce que si le patient vient, c'est qu'il y a quelque chose, même si c'est dans sa tête. Et à plus forte raison si c'est dans sa tête d'ailleurs, parce que la fatigue psychique ou morale est extrêmement importante également. Alors ma question est la suivante, parce que aujourd'hui, ou plutôt pendant le premier confinement,
à la sortie du premier confinement, au moment où on a attaqué le deuxième d'ailleurs, et maintenant, aujourd'hui, on a entendu et on a vécu soi-même une fatigue qui nous semblait, dans les sensations qu'elle nous apportait, qui nous semblait nouvelle. On parvenait pas à la qualifier. On parvenait pas à dire, tiens, j'ai déjà connu ça. Est-ce que vous qualifieriez, je me tourne vers Eric d'abord, est-ce que vous qualifieriez cette fatigue-là de vraiment nouvelle, tout à fait étrange, bizarre, elle ne m'appartient pas, je n'ai jamais rencontré cette fatigue-là, ou pas? Si, je crois que tout homme un peu sincère doit avouer que cette incroyable aventure qu'est le confinement l'a mis dans des situations qu'il n'avait jamais connues. Moi, j'ai cru à un certain moment pouvoir enfin écrire mes livres, méditer. J'avais tout un temps devant moi qui me permettait d'écrire le livre que j'avais promis. Et puis finalement, j'ai pas fait grand chose parce que nous sommes rendus compte à ce moment-là que nous avons besoin de rites, d'habitudes, et le désœuvrement, eh bien, vous, à une sorte de vacuité, une sorte de manque que nous ne savons pas très bien occuper. Quand nos vies sont organisées, et elles l'étaient avant le confinement, nous nous posons assez rarement la question du « que faire ?» Nous enchaînons des tâches déjà prévues, nous faisons ce que nous avions prévu de faire. Mais l'homme confiné, très souvent, se pose la question du « que faire ?» Et il a tellement de possibilités qui s'ouvrent à lui, finalement, il ne fait pas grand-chose. Donc, nous avons en effet tous et toutes connu, et puis des moments difficiles. Et je crois surtout que l'être humain a un besoin de reconnaissance. Il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature, c'est du lourd, ce que je vais dire, c'est du métaphysique, mais enfin, je ne serais pas philosophe si je n'essayais pas d'en faire un peu. Il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature, c'est qu'il est le seul animal à savoir qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Nous sommes les seuls vivants à nous savoir contingents et mortels. Et alors, ce sentiment-là peut nous conduire, je crois, à osciller toute notre vie entre des moments où nous vivons l'existence comme un cadeau et des moments où nous vivons l'existence comme un fardeau. Qu'est-ce à dire? Eh bien, j'espère que chacun d'entre nous vit l'existence comme un cadeau. C'est-à-dire qu'il se dit, j'aurais pu ne pas être, si mon père n'avait pas rencontré ma mère, s'il ne s'était point aimé, s'il ne savait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier à l'ovule, j'aurais pu ne pas être, je suis. Oh, quelle chance, la vie est une merveille. Je ne serai plus, car je vais mourir, je suis encore. Quelle chance, la vie est une merveille. Là, c'est l'existence cadeau. Mais il nous arrive à tous de vivre l'existence comme un fardeau. J'aurais pu ne pas être, je suis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je sois? Je ne serai plus, je suis encore. Est-ce que ça vaut encore le coup que je sois? Et je dirais que régulièrement, nous avons envie de chanter avec Jane Birkin grâce à Gainsbourg, je trouve ces vers magnifiques, avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Et c'est joli. Long détour pour dire quoi? Que l'être humain est le seul vivant qui soit à la recherche d'une légitimation au fait qu'il vive alors qu'il aurait pu ne pas vivre, au fait qu'il vive encore alors qu'il va mourir. Et je crois qu'on ne peut pas s'auto-légitimer. Généralement, ce sont les autres qui nous légitiment. Et alors, avant le confinement, on avait toute une série d'activités, on rencontrait toute une série de personnages dans les yeux desquels on espérait trouver quelque chose comme un « oui, il est bon que tu sois, il est bon que tu sois encore ». Or, le confinement, pas forcément une solitude totale, mais quand même un espèce de désœuvrement qui fait que on ne trouve plus ces légitimations au fait d'être que nous trouvons généralement dans le travail. Et alors, résultat, on a rencontré une nouvelle fatigue. C'était ce que ma grand-mère appelait le fait d'être fatigué à rien faire. Fatigué à rien faire. C'est étrange parce que avant le confinement, nous espérions avoir des moments de tranquillité où nous pourrions faire ce que nous avons envie de faire. Puis quand nous les avons eus, ces moments, nous n'avons pas très bien su les occuper. Résultat, nous avons espéré retrouver la vie d'avant qui n'était pas forcément très toujours heureuse, voyez. Voilà pourquoi je crois en effet que c'est une fatigue complètement nouvelle.
Elle est complètement nouvelle, ou bien est-ce que c'est un autre mot que vous donnez à solitude, c'est-à-dire l'absence de reconnaissance d'autrui? Oui, Robinson oui, oui. Crusoe, nous étions chacun sur notre esquif. Oui, et c'est là que la formule de Pascal, commentée par beaucoup de collègues philosophes pendant le confinement, prend son actualité. Hein. Tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne sait pas rester seul dans sa chambre. Merci beaucoup, Eric. Même question hein, pour Denis. Alors, je reprends un mot ou l'autre. Ici, Eric dit, c'est d'abord du désœuvrement. C'est désœuvrement, c'est-à-dire il n'y a plus d'ouvrage, il n'y a plus d'ouvrage et il n'y a plus les rites qui accompagnent cet ouvrage et plus profondément, ajoute Eric, à travers cet ouvrage, ce que je vais surtout chercher, c'est une légitimation à ma vie dans la reconnaissance et le regard d'autrui. Denis, est-ce que cette fatigue que tout le monde a entendue et peut-être vécue, est-ce qu'elle est nouvelle? Alors, je pense qu'elle est nouvelle en ce sens que c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité, à ce que je sache, qu'il y a un confinement comme ça mondial. Donc c'est quand même une situation qui est très étonnante. Alors, j'ai la chance personnellement de l'avoir finalement, somme toute, bien vécu parce que au premier confinement, j'étais dans une maison avec un jardin. Il faisait beau et ça m'a donné l'occasion d'écrire d'écrire un livre qui est sorti il y a quelques semaines sur l'immunité, enfin de coécrire avec Valérie, donc mon épouse, Donc, ce livre je sais. Les secrets de l'immunité. Donc c'est chez Albin Michel. Donc voilà, on a eu l'occasion d'écrire ce livre. Alors, ça a été un peu marathon, mais en tout cas, on a trouvé vraiment une bonne raison, une espèce d'utilisation intéressante en tout cas de ce confinement. Et c'est vrai que ça nous a aussi permis de prendre du temps pour nous retrouver, pour prendre du temps également en famille. Ça m'a donné aussi l'occasion de réapprendre des règles de grammaire que j'avais complètement oubliées parce qu'il a fallu faire l'école à la maison. Donc finalement, il y a plein de choses qui étaient finalement sympathiques. Et dans les propos d'Éric, ça m'a rappelé une phrase que j'ai mis en exergue dans ma thèse, qui était: la vie n'a pas de sens, mais il y a quelque chose dans la vie qui a du sens, et c'est l'homme parce qu'il est le seul à exiger d'en avoir. Alors manifestement, cette phrase était rapportée à Albert Camus. Eric me corrigera peut-être, mais enfin en tout cas voilà, on m'avait dit que cette phrase venait de Camus. Donc c'est vraiment ça que je trouve intéressant, ce besoin de donner du sens. Alors ce besoin de donner du sens quand on est, comme finalement j'ai la chance d'être un médecin, donc forcément même pendant le confinement j'ai été appelé à travailler, hein, j'ai travaillé en réanimation, je continuais aussi à travailler dans ma clinique, donc j'avais quand même une activité limitée bien sûr, mais en tout cas j'avais une activité également de père de famille pour m'occuper de mes enfants, une activité d'auteur. Donc finalement j'ai donné du sens à cette période. Après, ce que je trouve intéressant finalement, c'est que quand on parle de fatigue, mais je pense qu'on devrait presque plutôt utiliser le terme d'ennui, parce que finalement, on sait bien que souvent on oscille entre le désir et l'ennui. On désire quelque chose et une fois qu'on l'a, eh ben on va tourner la page et on va vouloir autre chose parce qu'on s'ennuie de ce qu'on a initialement désiré. Et je pense que ça qui est très marquant dans ce confinement, c'est que finalement, mis à part, j'allais citer cette chaîne de séries très connue à laquelle on peut s'abonner, mais donc je n'ai pas la citer. Mais en tout cas, beaucoup de personnes se sont tournées vers des séries pour occuper le temps. Et en fait, au-delà même de la fatigue, on devrait plutôt parler de l'ennui. Et je pense que c'est ça en fait qui crée un désœuvrement absolument total. C'est l'ennui. C'est se dire bon, je me lève. Mais autant finalement j'apprécie mes week-ends, j'apprécie tellement mon samedi, j'apprécie tellement mon dimanche. Oui, mais si c'est dimanche tous les jours et qu'en plus on ne peut même pas sortir, ça devient absolument insupportable. J'ajoute, Thierry, si vous le permettez. Oui, c'est vrai que tout se passe comme si le monde s'était clivé entre ceux pour qui c'était la semaine des 4 dimanches et ceux pour qui il n'y avait pas de dimanche. Et alors, c'était le cas de beaucoup de mes étudiants qui, en fait, travaillaient tout le temps, vous voyez. J'ajoute un mot, c'est que Denis est un philosophe schopenhauérien.
Schopenhauer a dit exactement ce que vous suggériez tout à l'heure. La formule est terrible, hein. La vie humaine est un pendule qui oscille de la souffrance à l'ennui. Et alors, la souffrance, c'est quand on manque de ce que l'on désire. L'ennui, c'est quand on l'a et qu'on est déçu. Et cette vision très pessimiste de la vie qu'on trouve chez Schopenhauer nous laisserait à croire que nous ne sommes heureux que dans ce bref moment où nous ne souffrons plus du manque et pas encore de l'ennui. C'est très triste et je contesterai cela, mais je voulais féliciter mon collègue médecin d'avoir réinventé Schopenhauer. Si vous tous qui nous écoutez et qui nous regardez peut-être d'ailleurs, sachez que tout le monde est joyeux et plein d'optimisme. Mais néanmoins, voilà, nous avons un philosophe et Eric, merci beaucoup de remplir votre office en nous éclairant sur ce que d'autres ont déjà pensé. J'aimerais ajouter sur l'ennui simplement un tout petit extrait d'une réflexion de Jean d'Ormesson qui nous ramène à de l'optimisme, vous allez voir. Voilà ce qu'il en dit. Voyager n'est pas mal. Le succès, c'est très bien. Être heureux qui ne le souhaite. S'ennuyer, c'est bien mieux. C'est quand vous êtes perdu que vous commencez à être sauvé. La vie la plus banale, allumer du feu dans la cheminée, se promener dans les bois, ronger son cœur parce qu'on est moyen, mendier le monde autour de soi, s'abandonner aux songes, ou mieux encore, ne rien faire du tout, ou en tout cas le moins possible, avant bien sûr de se jeter dans le travail, à corps perdu, peut mener autrement loin. Autrement dit, pour lui, l'ennui est surtout un strapontin, c'est un tremplin, c'est juste le temps où je saute à pieds joints pour bondir beaucoup plus haut, Eric. Oui, moi je regrette beaucoup que les enfants d'aujourd'hui aient des emplois du temps de ministre et bien souvent soient privés de ces moments d'ennui que moi je me souviens avoir connus lorsque les vacances étaient grandes. Hein. Je suis assez vieux pour avoir connu des vacances qui duraient presque 3 mois. Enfin, or ces moments d'ennui nous obligeaient à inventer quelque chose. On inventait des jeux, on inventait des activités avec mes frères, et puis c'est ça qui nous a conduit à lire aussi certaines grandes œuvres, parce que je crois que je me serais jamais lancé dans Proust ni dans la comédie humaine si j'avais pas eu ces moments d'ennui. On dirait aujourd'hui que beaucoup de parents veulent priver leurs enfants de l'ennui comme si l'ennui était toujours un mal, alors qu'il est peut-être le foyer de l'imagination. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'un et à l'autre, hein, parce que vous nous ramenez finalement sur notre condition humaine. J'aimerais précisément prolonger le questionnement avec ceci. Les animaux connaissent-ils la fatigue? Enfin, la même que la nôtre. Denis? Alors, il y a eu un petit blanc, j'ai pas compris la question. Oui, les animaux connaissent-ils la fatigue? En tous les cas, connaissent-ils la nôtre? Alors, je pense que les animaux ont une fatigue physique qui est bien réelle, qui est d'ailleurs l'objet, je dirais presque, d'un jeu qu'on pourrait presque qualifier de sadique quand on voit les chasses à courre, puisqu'on conduit justement une bête jusqu'à la fatigue, qui est le signe du trépas à venir. Donc, la fatigue physique, oui, je pense que la fatigue mentale est malheureusement le propre de l'homme, qui justement a toujours l'esprit en ébullition. Et je rejoins tout à fait Eric, à plus forte raison en tant que père de famille, de se dire que les enfants ne savent plus s'ennuyer. À l'époque, moi aussi, je pense un petit peu plus jeune qu'Eric, mais moi aussi, j'ai vécu l'ennui et je trouvais que c'était super parce que c'était l'occasion pour moi de créer des mondes imaginaires. Actuellement, les enfants ne cherchent même plus à créer un monde imaginaire. L'iPad leur crée un monde imaginaire sur mesure avec une multitude de jeux et d'activités. Alors, bon, malheureusement, on peut pas non plus empêcher les enfants d'être dans l'air du temps. Et je pense que c'est vain d'aller à l'encontre de ça. Mais en tout cas, je trouve quand même extrêmement bien de voir l'ennui parce que c'est le moment où finalement il y a un vide. Et ce vide, on va l'utiliser pour mettre quelque chose. De toute façon, la nature a horreur du vide. Donc là où il y a un vide, de toute façon, on va vouloir
mettre quelque chose. Et finalement, ce type d'ennui ou de fatigue, en fait, permet aussi, même si je suis pas très branché méditation, hein, c'est plutôt ma femme qui pourra en parler pendant des heures, puisqu'elle est instructrice de méditation, mais je pense que ce qui est intéressant dans cette idée de fatigue, c'est que ça permet de se mettre à l'instant présent. C'est là où tout à l'heure je disais que la fatigue peut être aussi le signe du corps ou de l'esprit qui dit tout simplement, voilà un message, et ce message c'est peut-être, chut, tais-toi et écoute-moi. Et juste, arrête de parler, n'oublie pas que tu as une bouche mais deux oreilles, prends le temps d'écouter et d'utiliser comme ça finalement le silence de ce vide, le silence de cette fatigue pour justement y trouver quelque chose de l'instant présent qui finalement est le seul moment qui soit réel. Et d'ailleurs, en ce sens, les animaux, je pense, sont toujours dans l'instant présent parce que finalement, un animal va réagir d'instinct, mais l'animal va pas forcément bon, a priori, sauf éventuellement les bipèdes, mais en tout cas, un animal va a priori pas anticiper. L'animal est dans l'instant présent. Éric, l'animal fatigue ou pas, de votre point de vue? Oui, mais moins que nous. Justement parce que je rejoins tout à fait Denis. Il me semble que, alors je ne vais pas réduire les animaux à l'instinct et les hommes à l'intelligence. Hein. Il est des animaux fort intelligents et les hommes ont un peu d'instinct. Mais il me semble que même le plus intelligent des animaux a toujours moins d'intelligence qu'il n'a d'instinct. Alors qu'il me paraît que même le moins intelligent des hommes a toujours plus d'intelligence qu'il n'a d'instinct. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Hein. C'est parfait. Non, c'est parfait, merci. Or, l'instinct, c'est ce que la nature a donné à un animal qui lui permet de trouver sa place dans le monde, sans avoir besoin de la chercher. L'animal trouve les chemins de sa vie sans vraiment les chercher, puisque la nature lui a donné, en même temps que la vie, le mode d'emploi de la vie. À nous autres hommes, la nature a donné peu d'instinct, de sorte que c'est à nous d'inventer les chemins de notre vie. Et cette invention, c'est le foyer de toutes les fatigues. Pourquoi nous efforçons-nous de vivre? Pourquoi sommes-nous plus fatigués que les animaux? Pourquoi dormons-nous beaucoup moins qu'eux? Pourquoi n'allons-nous pas nous coucher même quand notre corps nous a peut-être dit « vas-y ». C'est parce que, comme je le suggérais tout à l'heure, nous sommes à la recherche d'une légitimation au fait que nous soyons venus dans la vie alors que nous aurions pu n'y pas venir. J'ai discuté fort longuement avec mon chat, le chat Moki, l'admirable chat Moki, pour écrire ce livre sur la fatigue. Et j'ai tout un chapitre, en effet, où, alors je ne parle pas très bien le chat, mais enfin, j'essaie d'interpréter les étirements, les ronronnements, et il m'a semblé me dire que j'étais beaucoup moins sage que lui, parce que lui, en effet, il vit au présent, et dès qu'il est fatigué, il dort. Je dirais même qu'il n'attend pas d'être fatigué pour dormir, parce que à la fin de la journée, quand ma fille me demande qu'a fait le chat Moki, je lui dis rien. Il n'a rien foutu de la journée. Bon, nous autres hommes, en effet, parce que nous nous sommes arrachés au poteau du présent, comme dit génialement Nietzsche, eh bien, nous avons une vie où nous ne cessons d'essayer d'apprendre à vivre. Nous vivons une vie où nous sommes à la recherche d'un sens à la vie, cette recherche de la vie bonne, cette recherche du sens de la vie, cette recherche d'une légitimation au fait que je sois venu au monde alors que j'aurais pu n'y point venir, eh bien, c'est fatigant, c'est la source de beaucoup de fatigue. Et je crois que les animaux sont épargnés de ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je regarde mon chat. Il y a ce que j'appellerais une peinardité animale. J'essaie de lancer cette notion sur le marché des concepts sans aucun succès jusqu'à maintenant, mais ça viendra peut-être un jour. Une peinardité animale qui fait qu'une fois que l'animal a satisfait ses besoins, eh bien, peinardement, il cherche sa place sur le canapé, ronronne et s'endort. Et nous autres, nous n'avons pas cette peinardité, puisque même une fois que nous avons satisfait nos besoins,
et que nous pourrions, si nous étions ça justement, vivre au présent et nous endormir, eh bien, nous sommes encore en quête. Nous sommes encore en quête. Nous cherchons des tas de choses toute notre vie, et c'est là le foyer de fatigue, de ces fatigues qui font partie de la condition humaine. Mais je dirais qu'il faut pas le regretter, parce que en même temps que notre vie est peut-être plus folle que la leur, je la crois infiniment plus intéressante. Merci beaucoup Alain. Et à l'autre, nous cheminons à travers ce mot de fatigue qui rassemble aujourd'hui Éric et Denis. Que nous ont-ils dit jusqu'à présent? Ils ont dit, il y a de bonnes et de mauvaises fatigues, et ça tout le monde l'a déjà ressenti. Denis a ajouté, il y a des fatigues physiques, c'est le médecin qui parle, des fatigues physiques, il y a des fatigues morales. La fatigue physique peut aller jusqu'à l'épuisement, la fatigue morale jusqu'à la lassitude, et est aussi souvent, dit-il, un symptôme. C'est-à-dire, le corps parle et dit, à travers la fatigue, beaucoup plus que ce que l'on peut voir. S'agissant de la période que nous vivons, l'un et l'autre sont d'accord pour reconnaître que la fatigue que nous ressentons est nouvelle. Donc surtout, rassurez-vous, ça c'est une bonne nouvelle. Le fait que dans le confinement, nous découvrions en nous cette espèce de fatigue bien plus inconfortable que toutes les autres. Pour Éric, il s'agit là simplement d'un désœuvrement, entendu comme l'absence d'ouvrage qui nous conduit à manquer de vie, si je puis dire, c'est-à-dire à manquer de la reconnaissance d'autrui dans la légitimation de notre vie. Ça, c'est ce qu'apporte Éric. Ce qu'apporte Denis, c'est de dire oui, d'abord c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel que nous vivons. Un confinement mondial, qui l'a déjà vécu dans l'histoire des hommes? Personne. Donc que nous puissions reconnaître en nous une sensation un peu bizarre, il n'y a rien d'exceptionnel, dit-il. Après, il s'agit dans chaque instant de donner du sens. Et il a donné des exemples de lui-même où il a donné du sens. Il a pris le temps précisément d'actions nouvelles, ou en tous les cas qu'il ne prenait pas le temps jusque-là d'accomplir. Donner du sens d'un côté, et et ne pas risquer, et même aller jusqu'à risquer l'ennui pour pouvoir rebondir après. Ensuite, lorsque je vous interroge l'un et l'autre, est-ce que l'animal peut être fatigué? Vous dites oui, mais c'est bien différent. Et ici, Éric donne une distinction intéressante. L'animal n'a pas à construire sa vie. Il a le mode d'emploi de sa propre vie. C'est inscrit dans sa vie. Donc, lui, il se dirige immédiatement. L'homme doit construire sa vie. Et du coup, ça va le fatiguer bien plus que l'animal. Ajoutant, du coup, que l'animal a une sorte de pénardité, j'adore le mot, pénardité animale, c'est-à-dire ayant accompli tous ses besoins, je reprends de la phrase, ayant accompli tous ses besoins, il lui reste cela à faire. Denis a ajouté ceci, très intéressant. Lorsque tous nos besoins sont accomplis, Denis dit, vous savez, on a une façon de se ficher la paix finalement. C'est la méditation qui, comme l'animal, nous permet de revenir dans le présent et de s'inscrire là précisément où le chat ronronne. Nous pouvons entendre notre vie ronronner peut-être aussi à ce moment-là. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Ma question suivante est celle-ci. Peut-on se débarrasser de toutes les fatigues? Ou bien ce qui vous est déjà arrivé, comme disait Éric tout à l'heure, même le repos ne parvient pas à dissoudre la fatigue. Denis, vous avez dit quoi? Alors, j'aurais tendance à dire que... Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Ok. Non, je disais, je pense pas que l'on puisse supprimer la fatigue, et heureusement, tout comme on ne peut pas supprimer la douleur. Et c'est là où je reprends ce parallèle d'ailleurs entre la douleur peut être effectivement une fatigue qui est le signe d'un travail bien fait, ou d'une nuit d'amour, ou du résultat d'une course réussie. En tout cas, elle est signe de quelque chose. Donc heureusement, ne l'éteignons jamais cette fatigue. Ce d'autant plus si elle a du sens. Après, ce que je trouve intéressant, c'est éventuellement de transcender cette fatigue en se disant d'accord, c'est tout simplement un moment où je prends le temps de recharger les batteries. Parce que finalement, cette fatigue, quelque part, d'ailleurs, c'est ce que l'on vit actuellement avec ce confinement, alors que l'automne est là,
c'est peut-être une invitation à une vie normale et qui aura peut-être été enrichie de cette expérience. Ah, donc vous dites, profitons-en, c'est le temps, la saison est à l'hibernation. Et ça, notre corps, il en a les traces. Il n'y a pas besoin de le domestiquer pour cela, Denis. Non, non, non. Notre corps, de toute façon, d'une manière très claire, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément, c'est-à-dire que nous avons toujours la manière de nous juger en tant que Homo sapiens sapiens, en se disant, nous sommes des êtres pensants, nous sommes des êtres évolués, etc. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que profondément, nous sommes jamais que des Cro-Magnons, quelque part. Nous avons finalement, au niveau de notre corps, nous avons 99,9% de notre corps est un corps de Cro-Magnons. Nous sommes somme toute très différents de nos lointains ancêtres, même du néolithique. Donc finalement, nous avons des habitudes de corps qui permettaient à nos lointains ancêtres éventuellement de pouvoir résister à la disette, de pouvoir résister au froid, de pouvoir résister à une absence de nourriture, de boissons, à une absence aussi de peut-être d'activité, en sachant que nos ancêtres passaient leur temps à chasser parce que c'était une survie, mais maintenant, à partir du moment où c'était l'hiver, la survie était beaucoup plus orientée vers l'intérieur. Le corps devait stocker, et notre corps, qui finalement a 20 000 ans, est tout à fait fait pour stocker, se reposer, d'ailleurs d'une manière très naturelle. Le temps de sommeil en hiver et en automne est supérieur à celui en été d'une manière très simple, c'est que finalement notre corps suit un petit peu la course du soleil. Autrement dit, suivre son corps, remettre le pull d'automne, coucouner, se faire plaisir, se dorloter, être dans des endroits où il fait bon vivre finalement. Je parle évidemment de son chez-soi. Pour Eric, je vais formuler la question peut-être un peu différemment. La fatigue est-elle soluble dans la vie ou pas? Ma réponse est non. Je rejoins Denis pour dire que il serait bon de se faire de la fatigue une amie, et plutôt que de lutter contre elle, écouter les belles leçons qu'elle a à nous apprendre. Je crois que, pour le dire à la manière de Jean de La Fontaine, nous vivrions mieux nos fatigues si nous nous conduisions comme des roseaux plutôt que comme des chênes. Vous vous souvenez sans doute de cette fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau, où le chêne, qui en lui se prétend justement inatteignable, peut-être infatigable, indéracinable, eh bien méprise le roseau, mais un vent furieux vient du nord, le roseau plie, le chêne fait face, mais finalement est déraciné, alors que le roseau, lui, plie mais ne rompt pas. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie mais ne rompt pas. Et c'est vrai que dans notre époque est une époque qui valorise la performance et qui, résultat, rend difficile l'écoute du corps. Et cette sagesse archaïque, au fond, dont Denis faisait l'éloge. Dans une époque qui voudrait que nous fussions toujours jeunes, toujours en pleine forme, jamais fatigués, toujours performants, eh bien, je crois que beaucoup d'êtres humains ont perdu un petit peu cette écoute du corps qui me paraît quelque chose de fondamental. C'était mon point d'accord avec Denis. Pour le reste, il me semble que ce serait dommage de ne pas connaître la fatigue, parce que se réserver, s'économiser, s'épargner pour n'être jamais fatigué, ça ne me paraît pas une bonne manière de vivre. Je dirais que se réserver, s'épargner, s'économiser, c'est pas un remède à la fatigue, c'est un symptôme de la fatigue. Parce qu'il faut vraiment ne pas aimer la vie. Il faut vraiment être fatigué par la vie pour adopter ce mode de vie-là. Bon, ne prendre aucun risque, s'épargner, s'économiser. Les gens qui aiment vraiment la vie
prennent le risque de la fatigue. Alors, il ne faut pas prendre trop de risques. J'aime à dire que la générosité ne doit pas s'abîmer en prodigalité. Il faut se donner dans la vie, pas trop non plus, bien sûr. Là, les choses deviennent malignes et pathologiques quand on passe de la générosité à la prodigalité, quand on est dans une attitude quasiment sacrificielle de soi, comme malheureusement certains soignants se croient devoir être, n'est-ce pas? Mais moi qui aime la vie, je prends le risque de la fatigue. Et puis il y a une autre fatigue qui vraiment, dont vraiment il faut faire l'éloge. C'est la fatigue pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je comprends qu'on soit fatigué par les autres, qu'on soit fatigué des autres. La connerie fait partie de l'humanité et parfois on est assez accablé par ceux qui en effet la portent assez haut. D'eux, il est normal d'être fatigué. Mais moi je dirais que il y a quelque chose de beau dans le fait de se fatiguer pour les êtres qu'on aime. À la fin de sa vie, peut-être que les poches qu'on a sous les yeux, les rides qu'on a au front, les courbures qui nous viennent à la taille, seront peut-être l'indice, l'attestation du fait qu'on a essayé de se donner aux autres, qu'on a essayé d'alléger le fardeau d'exister des autres. Ma foi, si à la fin de sa vie, on a cette fatigue sur le visage, mais qu'on se dit que cette fatigue vient du fait qu'on a essayé d'aider les autres à faire le dur métier d'exister, ça sera peut-être pas si mal. Donc ma réponse est simple à la question, il faut pas supprimer toute fatigue. Merci beaucoup, Alain. Il y a l'autre. C'est là où c'est très agréable d'avoir et un médecin et un philosophe qui se complètent et qui parfois d'ailleurs aussi se chevauchent et s'additionnent. Merci beaucoup pour l'un et pour l'autre. Je m'adresse maintenant vraiment aux médecins. Juste après la fin du premier confinement, les témoignages des médecins ont été unanimes. Ils ont vu arriver dans leur cabinet ou en consultation à l'hôpital, peut-être même d'ailleurs dans votre clinique, des personnes qui étaient au bout du rouleau, qui étaient pleines d'anxiété, pleines de fatigue, de dépression parfois, Denis. Il y a eu des conséquences là-dessus. C'était une bien mauvaise fatigue parfois. Oui, de toute façon, c'est des expériences qui ont été faites chez l'enfant, qui sont très connues. On sait très bien qu'un enfant qui n'a pas d'interaction commence à avoir une activité cérébrale moindre et puis à être très rapidement mal. Donc on a besoin de ces interactions. On vit des interactions sociales. Cet isolement, c'est surtout l'arrêt des relations sociales. Alors évidemment, il y a le téléphone, évidemment, il y a Internet, évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais tout ça, c'est du virtuel et je pense qu'on a foncièrement besoin de réel, foncièrement besoin d'interaction sociale, foncièrement besoin également de sortir, parce que ouvrir sa fenêtre et s'aérer ou s'autoriser 1 heure de sortie comme on nous autorisait au premier confinement, c'est extrêmement peu. Quand on a la chance d'être en famille, on a des interactions sociales, mais pour toutes les personnes qui sont seules ou malades ou isolées, c'était une véritable catastrophe parce qu'ils ont été encore plus isolés même parfois dans leur maladie parce que combien de personnes également ont une aggravation de leur maladie à cause de ce confinement où finalement ils n'osaient pas aller consulter parce qu'ils se disaient il faut pas que je sorte. Peut-être assimiler le message de la fatigue de leur corps à l'isolement ou à un syndrome un petit peu dépressif ou une anxiété ou un peu le vague à l'âme, alors que si ça se trouve, c'était peut-être pour certains le signe que la maladie progressait. Je pense notamment aux personnes qui avaient des maladies très graves, comme je citais tout à l'heure, les cancers ou les leucémies. Ça pouvait très bien se manifester par une accélération de cette fatigue qui pouvait très bien être mal interprétée comme étant juste un vague à l'âme passager. Donc, oui, ça a été vraiment une grande catastrophe et évidemment, on va pas refaire le monde et puis on peut pas non plus se mettre à la place de nos gouvernants qui ont décidé ce nouveau confinement. L'histoire nous dira si c'était une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certainement il épargne des vies d'une certaine manière, mais certainement que quelque part, d'une manière indirecte,
il abîme aussi les vies. Voilà, vous nous avez dit, Eric, que vous aussi, qu'il y a certaines fatigues qui abîment la vie parce qu'elles abîment l'âme. Il y a aussi, dans votre livre, l'ode à la fatigue. Attention, dans l'ode, c'est quoi exactement? Quand vous dites l'ode à la fatigue, c'est le titre de votre ouvrage. Si vous voulez, Thierry, je vous réponds tout de suite, mais juste un petit écho à ce que vient de dire Denis à propos de la solitude. Sacha Guitry a dit tout ce qu'il faut en dire. Enfin seul. Et je me demande déjà avec qui. Et par cette formule toute simple, Guitry dit l'ambivalence de la fatigue, de la solitude, puisque une solitude provisoire et choisie est un grand bonheur. Être enfin seul, c'est échapper au regard des autres, et l'expression proie des regards montre bien ce que le regard d'autrui a de potentiellement prédateur, car il n'y aurait pas de proie s'il n'était un prédateur. Enfin seul. Donc une solitude choisie et provisoire, c'est une libération, c'est une merveille. Mais une solitude durable et imposée a quelque chose de potentiellement déshumanisant. Hein. Et bien, cette distinction entre solitude choisie et solitude imposée peut être prise au sujet de la fatigue. Hein. Une fatigue choisie est souvent bonne, une fatigue imposée est souvent mauvaise. Alors l'ode ou l'aude, je sais jamais comment faut dire. À Château-Thierry, on dit plutôt aude. Plutôt si ça vous... je ne sais pas, je dois reconnaître. Il faudra aller voir. C'est une très bonne. Alors, si j'ai écrit une ode à la fatigue, c'est parce que bon, voilà, avec mon éditrice Adèle Vendrette qui s'occupe de philosophie. Sur France Culture, bon, le contrat a été signé. Bon, tu vas écrire sur la fatigue. Quel titre? On cherche, je ne trouve pas. Et Adèle, qui a le génie des titres, dit tiens, ode à la fatigue. Et puisque j'aime beaucoup la musique, c'est ma passion. Enfin, tout le monde s'en fout, mais je me permets de dire que c'est ma passion. Je me suis dit que ça serait bien de donner à cet ouvrage de philosophie un parfum un peu musical. Et je suis allé relire Pindare. Rassurez-vous, je fais autre chose dans ma vie, hein, que relire Pindare. Les philosophes sont pas toujours aussi sérieux qu'ils le prétendent. Et je me suis rappelé en effet que l'ode pindarique, c'est un genre poétique qui a 3 parties: strophe, antistrophe et épode finale. J'avais mon plan. Dans la strophe, je parle des bonnes fatigues. Dans l'antistrophe, je parle des mauvaises fatigues, dont le burn-out est la forme extrême aujourd'hui. Et dans l'épode finale, je parle des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Et c'est là, en effet, que je propose d'essayer de nous en faire des amis. Voilà ce que c'est qu'une ode. Ça a 3 parties. Et comme ça me permettait de parler des trois types de fatigue. Merci beaucoup. Je reste avec vous, Eric, et vous allez pouvoir réagir également, Denis. Pour évoquer la fatigue, vous avez choisi un tableau de Rembrandt. Décrivez-le nous, il apparaîtra à l'écran. Ce tableau s'appelle Saint Matthieu et l'ange. Il se trouve au Louvre, un des magnifiques tableaux de Rembrandt. Qui voit-on? On voit le visage du vieux Saint Matthieu. Quand Rembrandt voulait peindre la vieillesse, la fatigue, l'épuisement, il n'y allait pas de main morte. Hein. C'était pas Photoshop. Hein. Et donc, il ne nous épargne aucune crevasse, aucune poche, aucune ride. Le visage épuisé du vieux Saint Matthieu est mis en regard du visage infatigable et toujours jeune de l'ange. Car en effet, les anges ne doivent pas connaître la fatigue. J'imagine pas l'archange Gabriel ayant un petit coup de mou. Dieu lui dirait « va porter la bonne nouvelle » et l'archange « oh là, je suis un peu crevé ». Non, cette infatigabilité des anges viendrait du fait que, d'après ce que dit la tradition, que les anges se déplacent à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire, à peine ont-ils pensé qu'il fallait qu'ils aillent d'ici à là, qu'ils y sont déjà. Se déplacer à la vitesse de la pensée, c'est se déplacer très vite. Ça veut me dire, ça dépend pour qui. Il y a parfois des besogneux de la comprenette chez qui les connexions vont assez lentement. J'ai beaucoup d'admiration pour Johnny Hallyday, mais enfin, parfois, il mettait du temps à comprendre ce qu'on lui disait.
Mais voilà pourquoi les anges, en effet, seraient infatigables. On n'imagine pas un ange fatigué alors qu'on n'imagine pas un homme sans fatigue. Et alors le tableau est génial. Parce que dans ce tableau, la lumière vient plus du visage du vieil homme fatigué que de l'ange infatigable. Ce qui est une surprise, car normalement, les anges sont les porteurs de lumière, les messagers de la lumière divine. Ange, ça vient d'angelos en grec, qui veut dire le messager, et vous vous souvenez que le plus beau des anges s'appelait Lucifer. Avant de devenir le prince des ténèbres, il s'appelait Lucifer, qui veut dire qui porte la lumière. Dans Lucifer, même Johnny Hallyday aurait été capable de comprendre qu'il y a Lucie et il y a Fer. Oh, mais alors après, il aurait fallu peut-être lui expliquer que Lucie, c'est la lumière, Lux Lucis, la lumière, et Féro, porté. Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. Tous les anges pourraient ou devraient s'appeler Lucifer, car ils sont les porteurs de la lumière divine. Or, Rembrandt a choisi de faire venir la lumière du visage du vieux. Comme si, au fond, la fatigue à la fin de la vie, la fatigue à la fin de la journée, quand on n'est pas dans un rapport de lutte contre elle, mais dans un rapport d'écoute d'elle, quand on écoute les leçons que la fatigue a à nous apprendre, quand on est dans une espèce de lâcher prise, de silence, de calme, de Shabbat, eh bien, vient sur notre visage une étrange lumière cuivrée, apaisante. Et je souhaite au fond à chaque homme à la fin de la journée et à chaque homme à la fin de sa vie d'avoir cette belle lumière sur son visage. Je reviens à Anti-Âge. C'est très beau justement que vous combattiez, Denis, cette mauvaise traduction, parce que ce serait terrible de penser l'âge une mauvaise chose. La vieillesse fait partie de la logique métamorphique de la vie. On vieillit et c'est normal. Mais bien vieillir, il y faut beaucoup de guillemets, c'est peut-être justement cesser d'être dans ce rapport perpétuel de conquête, de maîtrise, et accepter, ma foi, une sorte de démaîtrise, de silence, de repos. Et ça peut nous faire venir une belle lumière sur le visage. Voilà pourquoi je trouve ce tableau magnifique. Il nous dit que ça peut être beau, un homme fatigué. Voilà. Denis, bien sûr, le médecin que vous êtes, a-t-il déjà vu chez ses patients précisément ces deux types de patients? Je vais être très caricatural, mais ces patients qui ne supportent pas la douleur ou l'encaissent mal, se révoltent, sont en colère, etc. Bref, à juste titre sans doute. D'autres qui, sur la douleur, encaissent et en font, je vais pas dire une amie, c'est pas ça, mais parviennent vraiment à vivre avec. Même chose pour la fatigue. Certains patients qui sont détruits par leur fatigue, ne sachant plus comment faire, tandis que d'autres parviennent à en être illuminants, éclairants presque. Eh bien, en fait, on peut considérer qu'il y a, que ce soit pour la fatigue ou la douleur, il y a globalement deux stratégies mentales qui à la fois se complètent et s'opposent. Il y a éviter la douleur ou la fatigue, c'est-à-dire faire la fuite, ou alors finalement aller à l'encontre de la douleur pour la combattre, mais plutôt l'accepter. Et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que il y a des personnes qui, quand elles vont sentir une douleur ou une fatigue, vont partir dans leur imaginaire et, par exemple, aller dans un lieu qui leur plaît par l'imaginaire, et c'est quelque chose que l'on a tous l'habitude de faire. On a tous cette habitude de partir dans notre imaginaire quand quelque chose nous pose un problème. Si on se dispute avec une personne, bien souvent, on va refaire le film de la dispute dans notre tête pour revivre la chose, mais en changeant des petits paramètres pour se faire une réalité virtuelle dans laquelle on est mieux. Donc, il y a cette idée de fuir la douleur ou la fatigue. Alors, à l'inverse, on peut également non pas chercher à la fuir ou à la combattre, mais plutôt à l'accepter. C'est un petit peu ce principe de cet art martial japonais qu'on appelle l'aïkido, qui finalement est l'acceptation de ce que l'on ressent pour pouvoir éventuellement le renvoyer avec la même force. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir que certaines personnes ressentent la douleur, mais je ne dis pas quand même qu'elles le considèrent, la douleur ou la fatigue, ce serait pareil, comme une amie ou comme une alliée, mais comme quelque chose de présent. Ça me fait penser à une jeune femme qui a écrit un livre que je trouve assez remarquable, qui s'appelle Seper Hiro.
J'ai malheureusement plus le nom de l'écrivain en tête, mais c'est une jeune fille qui était atteinte d'une sclérose en plaques, donc d'une CEP. Elle a écrit ce livre magnifique de Super-héros. Il trouvait que le terme CEP, sclérose en plaques, était très laid. Elle a décidé d'appeler sa maladie Rosie. Et donc elle raconte ses voyages et son quotidien avec Rosie. À partir du moment où elle a accepté cette maladie, que cette maladie fait partie de sa vie, ça devient un petit peu presque comme une amie, comme une alliée parfois, et qui lui permet de vivre, elle raconte comme ça, toutes ces aventures avec Rosie. Et je pense que c'est une leçon qui est vraiment belle, comme je disais initialement, la fatigue ou la douleur sont des signaux du corps, un signal qui doit être écouté et pas forcément étouffé. D'où l'intérêt justement peut-être d'avoir ces deux stratégies en tête, s'en aller, s'évader peut-être, mais accepter aussi d'aller à l'encontre, d'écouter, d'essayer de comprendre, peut-être d'accepter dans un temps pour éventuellement mieux rejeter après, mais en tout cas peut-être pas chercher à combattre. Et d'ailleurs, il y a un domaine de la méditation, enfin une nouvelle thérapie qu'on appelle le ACT, ce qui fait Acceptance Thérapie, qui signifie justement non pas aller contre ce qui nous pose question ou problème, mais plutôt de l'accepter. Parce qu'on l'accepte, finalement, ça peut devenir plus simple de vivre avec. Merci beaucoup. On retrouve le roseau. On retrouve le roseau, je dirais, le roseau pensant, de ce point de vue-là. Donc voici le commentaire que vous venez de faire sur ce tableau, L'Ange et le Vieillard de Rembrandt. Rembrandt, on est au XVIIe siècle, peintre hollandais, on est à Amsterdam. C'est celui qui va faire du quotidien la star. Souvenez-vous, Rembrandt, c'est la jeune fille à la perle, mais c'est également le géographe, c'est le peintre. On entre dans comment dire, la maison de tout un chacun. On n'est plus uniquement chez les rois, ou on n'est plus uniquement dans la religion, pas du tout, avec Rembrandt. Deuxième point que vous avez tenu également, deuxième, je dirais, œuvre d'art que vous avez tenu à faire partager sur la fatigue, Eric, c'est un extrait de l'une des nombreuses œuvres, alors, de Jean-Sébastien Bach, et on est toujours au XVIIe siècle, mais on n'est plus évidemment en Hollande, nous sommes à ce moment-là en Allemagne. Oui, c'est un aria de Bach qui s'appelle Komm süßer Tod, viens douce mort, puis viens doux repos. Alors si vous voulez, Eric, je vous interromps, on va l'écouter, et puis ensuite nous vous écouterons. D'accord. Komm, süßer Tod, komm, sylge Ruh, komm, führe mich in Friede, weil ich der Welt bin müde. Ach komm, ich wart auf dich, komm bald und führe mich, drück mir die Augen zu, komm süßer
Eric, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est bouleversant. C'est Dietrich Fischer-Dieskau qui chante, et ce chanteur qui maîtrisait tous ses effets, là, ne joue plus la musique, il est joué par la musique. Et c'est en effet, alors ça s'inscrit dans un contexte très religieux, bien sûr, un homme qui, à la fin de sa vie, dit à Dieu, donne-moi la douce mort, donne-moi le doux repos. Je crois que la plus belle ode à la fatigue jamais composée, c'est peut-être cet air de Jean-Sébastien Bach, où en effet on nous met sur un chemin qui nous conduit à dire que la fatigue fait partie de notre condition, et que écouter les leçons que la fatigue a à nous apprendre, je crois que c'est mieux vivre que d'essayer de ne point les écouter, ce que peut-être notre époque, obsédée par la performance, l'éternelle jeunesse, tente à nous faire oublier. Et les leçons de la fatigue, c'est justement cela que Bach nous donne. Une fatigue assumée nous apprend la rêverie, nous apprend l'humilité, nous apprend le courage, nous apprend la présence, ce que Denis disait tout à l'heure. Et je crois en effet que une fatigue assumée, une fatigue contre laquelle je ne me veux pas chêne, mais face à laquelle j'accepte d'être roseau, nous apprend l'humilité. C'est-à-dire, elle nous apprend que nous sommes des hommes, et que nous ne sommes pas des machines ou des dieux grecs ou des lutins ou des anges ou des elfes, parce que tous ces êtres-là ne connaissent pas la fatigue. Une machine s'use, mais ne se fatigue pas. Les dieux, alors en tout cas les dieux païens, ne connaissent pas la fatigue. Là encore, je n'imagine pas Zeus avoir un petit coup de mou. Bon, ils sont infatigables. Alors que je remarque que le dieu des trois religions monothéistes, lui, a peut-être connu quelque chose comme une fatigue, hein. Le dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le dieu de Mahomet ou de Mohammed, le dieu de Luc, Matthieu et de Jean, bref, le dieu des Juifs, des musulmans et des chrétiens, a besoin d'un Shabbat. C'est le vendredi pour les musulmans, c'est le samedi pour les Juifs, c'est le dimanche pour les chrétiens. C'est comme si ce Dieu-là nous disait, moi aussi, j'ai connu quelque chose comme une fatigue, donc j'ai besoin d'un repos. Les anges, je le disais, sont infatigables. Les lutins, les elfes, ces petits êtres féeriques, ne connaissent pas la fatigue, parce que le contraire de la fatigue, c'est la forme. Mais eux, ils sont encore plus qu'en forme, parce qu'ils peuvent changer de forme, vous savez. Ils ont une capacité métamorphique. Le petit être féerique, le lutin, se transforme en chat, puis en belette, puis en oiseau. Donc, ils ne connaissent pas la fatigue. Eh bien, la fatigue nous apprend l'humilité. Et homme, c'est saint. Alors, c'est une belle leçon, je crois, que cette cantate de Bach nous donne. C'est une invitation à l'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil, mais c'est aussi le contraire du mépris, hein. Être humble, c'est s'estimer à sa juste mesure. C'est pas se mettre trop haut, c'est pas se mettre trop bas. Et je vois en effet dans cette cantate un appel à quelque chose comme un repos, comme à une humilité. Voilà pourquoi je l'aime tant. Merci Eric. Denis, j'ai envie de m'adresser plus au coach du coup qu'au médecin. Et voici, mais au médecin aussi, pourquoi pas. Mais comment conduiriez-vous toutes celles et ceux que nous sommes vers cet équilibre où l'on accepte d'un côté et d'un autre côté, on accepte la fatigue et d'un autre côté on se met en forme, on construit sa bonne forme. Je pense que la clé c'est de s'écouter et de ne pas chercher à lutter. Je pense que quand on sent que la fatigue vient, il est plus intéressant de l'accueillir les bras ouverts et de se dire ok, c'est juste que pour l'instant je ne peux pas faire plus. J'ai la chance de m'endormir extrêmement vite. Il suffit que je pose la tête sur le dossier d'un fauteuil et je m'endors dans les quelques minutes. Et c'est vrai que voilà, quand je le fais, à la fois je m'en veux parce que je me dis oh dis donc, j'aurais pu passer plus de temps en famille, j'aurais pu travailler plus, j'aurais pu faire plus ceci, plus cela, etc. Mais en même temps je me dis finalement
Si mon corps demande ça, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Et derrière, l'idée, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Parce que finalement, on a l'impression, on voudrait se dire que la force est dans la tension. Alors que non, finalement, la force est dans la détente. Quand on regarde un archer, par exemple, d'abord l'archer il va tirer la corde, mais tant qu'il est dans la tension, la flèche est parfaitement immobile. Et c'est juste au contraire quand il est dans la détente que la flèche peut pouvoir va avoir sa puissance et son énergie. Et ça, c'est une symbolique que j'utilise pas mal justement dans toutes ces relations au coaching notamment, enfin en tout cas à toutes ces personnes qui sont trop dans le combat, dans la recherche de la maîtrise, alors que je les invite plutôt justement à laisser écouter et à comprendre que c'est dans la détente qu'il y a l'énergie. Eric, le moment creux qui peut habiter notre vie n'est pas un moment sans vie, bien au contraire, il faut savoir, il faut comprendre qu'il y a de la régénérescence dans ce moment creux. Mais tout à fait, Denis faisait allusion au silence tout à l'heure. Il me semble que le silence, ça n'est pas le contraire de la belle musique, c'en est l'écrin. Les musiques qu'on nous balance partout dans les ascenseurs, dans les supermarchés, sont des musiques qui détestent le silence. Surtout pas de silence. Les grandes musiques, on vient d'écouter Bach, sont des musiques en effet qui, au contraire, font du silence leur écrin. J'aime beaucoup cette métaphore de l'archer, en effet. Et je crois que ce moment où, en effet, on écoute les leçons de la fatigue, on pourrait appeler ça un laisser-aller, un abandon, un lâcher-prise, mais ça ne nous fait pas quitter le monde, hein. C'est un laisser-aller qui permet une autre vigilance. C'est un abandon qui permet une autre attention. C'est un lâcher-prise qui permet une autre présence. Et je crois en effet que ceux qui se veulent toujours en pleine forme, toujours frais et dispo, ont un rapport assez dur au monde, aux autres et eux-mêmes. Et écouter les leçons de la fatigue, c'est arriver à un état de rêverie un peu bachelardienne. La rêverie bachelardienne, c'est un état intermédiaire entre la pure vigilance et le pur sommeil. On est une espèce d'agent double. Le rêveur bachelardien, c'est la rêverie éveillée, ne dort pas complètement, n'est pas complètement éveillé. Et quand on se laisse aller à cette rêverie bachelardienne, je crois qu'on a un rapport plus doux au monde, plus doux aux autres, plus doux à soi-même, qui est un rapport en effet d'écoute plutôt que de conquête. Et ça, en effet, si on refuse toute fatigue comme l'indice de notre fragilité, alors c'est vrai qu'on est dans une société de la performance qui semble considérer la vieillesse et la fatigue comme des indices de fragilité, ce qui est vrai. Mais cette fragilité peut être belle. Et résultat, je crois que le discours que nous tenons là est un peu à contre-courant d'un discours qui voudrait à tout prix trouver un remède à la fatigue, trouver un remède à la vieillesse. On ne peut trouver remède qu'à ce qui est une pathologie. Or, la fatigue n'est pas une pathologie, ou en tout cas pas toujours, car elle fait partie de la condition humaine. La vieillesse n'est pas une pathologie, ou en tout cas pas toujours, parce qu'il y a de la pathologie dans la vieillesse, elle fait partie de notre condition humaine. Merci beaucoup. J'aimerais que nous puissions profiter encore de vous deux à travers ma dernière question. À toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont portés avec nous dans ce confinement numéro 2, et on ne sait pas pour combien de temps encore, quelle serait votre suggestion pour mieux vivre encore ce temps qui vient? Alors, quand je dis ce temps qui vient, ce temps qui est là, et cette somme de temps indéfinie à venir dans ce confinement. Je commence avec vous, Denis. Alors moi, je dirais tout simplement se faire plaisir. C'est-à-dire, finalement, ce temps qui nous est imposé, si c'est un repos qui nous est imposé, se reposer, ou bien être curieux,
pourquoi pas écrire. C'est une technique même de méditation. Hein, on utilise le mot anglais de scribing. Tout simplement prendre un papier, un crayon et puis laisser aller ses pensées. Pardon, même si les pensées disent juste je ne sais pas à quoi penser, mais finalement, voilà, tout simplement se laisser aller à se faire plaisir, s'instruire aussi. Finalement, on peut très bien utiliser Internet pour passer du temps sur les réseaux sociaux et voir tout un tas de vidéos complètement sans intérêt, mais on peut aussi prendre le temps d'aller sur des chaînes ou écouter des podcasts ou apprendre, s'enrichir de nouvelles connaissances, apprendre sur soi aussi, prendre du temps pour se retrouver. Je pense que puisque de toute façon ça nous est imposé, on a deux manières de prendre ce confinement, une manière négative et une manière positive. Et finalement, on a le choix. Je pense que trop souvent les personnes se disent je n'ai pas le choix, alors que finalement elles ont le choix de se dire voilà, de toute façon ce confinement est imposé, qu'est-ce que je vais en faire? Après tout, on pourrait se dire quel est le cadeau qui est derrière. L'idée c'est de se faire un très beau cadeau et de se faire plaisir. Ah, merci beaucoup, Denis. Éric. Oui et non. Je veux dire par là que, bien que m'occupant d'éthique, je me garde comme d'une peste, de la posture du moralisateur qui dirait aux autres voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez ne pas faire, hein, pour boucler notre boucle. Et je crois en effet que ceux qui vivent le confinement, ceux qui ont la chance de vivre le confinement dans un relatif confort, qu'il soit social ou moral, dans une relative sérénité, ceux-là, en effet, je crois, peuvent écouter les magnifiques conseils de Denis, et donc plutôt que de s'étourdir en regardant des bêtises à la télé, relire un peu de Pascal, un peu de La Fontaine, un peu de Bossuet, un peu de Racine, un peu de Molière. Ils ont la capacité de jardiner et de retrouver le sens du passage des choses. Bon, mais je pense aussi à ceux que le confinement met dans une situation morale et sociale si difficile qu'ils n'ont pas vraiment cette possibilité-là de voir le cadeau qui est donné derrière ce qui paraît une épreuve, voyez. Et alors, je pense à cela. Rien n'est plus défatigant qu'un rire, rien n'est plus défatigant qu'une joie. Et puisqu'en effet, je suis né à Château-Thierry comme Jean de La Fontaine. La Fontaine, c'est le plus grand poète de la joie. Il vit le confinement comme une espèce de catastrophe et on ne trouve pas les moyens de voir le cadeau qui est caché derrière l'épreuve. Mais la joie, c'est la dilatation, plumage. Mais je crois que même s'il n'y avait pas eu de fromage, même s'il n'y avait pas eu de libido camemberti chez le renard, je suis absolument sûr que quand on ne se sent pas de joie, on ouvre un large bec. Rappelez-vous, alors il y a cette jouissance qui est la jouissance amoureuse, hein, mais toutes nos joies s'accompagnent du sentiment que quelque chose se dilate en nous. Eh bien, quand j'ai la rate qui se dilate, parce que je regarde des films qui me font rire, j'oublie ma fatigue, et voilà ma prescription, la prescription du docteur Fiat. Elle serait, autant que faire se peut, essayer de trouver toutes les occasions qu'il y a à rire et à être joyeux dans cette épreuve pas si facile. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Franchement, c'était un délice et une saveur que de vous écouter, et de vous écouter parce que, en plus, tout vos marchés qui veut imiter le roseau. Je reprends donc les deux métaphores, celle de l'archer où Denis nous disait, voyez-vous, c'est au moment où l'archer relâche la flèche et que la tension disparaît. C'est à ce moment-là où la flèche va la plus vite. Tenir tête envers et contre tout, à un moment donné, peut fracasser le corps, peut fracasser l'âme, peut non pas user, mais casser, abîmer outrageusement, tandis que plier,
accepter, se redresser dès lors que la tempête est moins forte et que l'on peut reprendre de la verticalité, tant mieux. On est beaucoup moins usé par tout cela, beaucoup moins abîmé. Reposez-vous. Voyagez avec votre imaginaire, lisez, occupez-vous, riez et riez de bon cœur. Ce sont les prescriptions de l'un et de l'autre. Merci Denis, merci Eric. Je me tourne d'abord vers Denis. Denis, vous nous avez dit que votre dernier livre, écrit d'ailleurs avec Valérie, votre épouse, coécrit, c'est Le secret de l'immunité, et plus particulièrement sur Bibouda, vous avez plusieurs propositions, plusieurs offres. Rappelons-les, je vous écoute. Oui, alors tout à fait. Donc il y a effectivement tout un produit par rapport à l'immunité, puisque finalement une grande partie de notre immunité est conditionnée par notre mental, hein, puisqu'on le sait très bien. D'ailleurs, la science l'a prouvé, le stress nuit à l'immunité. À l'inverse, se mettre dans une posture justement de méditation ou d'auto-hypnose, hein, ce que nous on appelle l'hypnomède, hein, cette espèce de synthèse permet justement d'être dans de meilleures dispositions mentales, on va dire, pour pouvoir avoir une immunité la plus optimum possible. D'ailleurs, bon, ça a été très clairement démontré par des études, comme je disais, que notre état mental conditionne également notre immunité. Donc il y a toute cette part par rapport à cette formation. Il y a également deux autres formations qui peuvent être très utiles dans la période actuelle. Une contre l'addiction au sucre, hein, contre les grignotages sucrés. Et c'est vrai que on sait très bien à quel point le sucre fait des ravages. À plus forte raison quand le sucre est utilisé comme un médicament contre le stress. Il y a beaucoup de personnes au cours du confinement qui ont pris beaucoup de poids à cause des grignotages, en particulier des sucreries. Et il y a également une formation sur l'arrêt du tabac pour justement accompagner les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Et là encore, par rapport à ce Covid, alors certaines informations ont dit oui, mais le fait de fumer protégerait du Covid. Ça n'a jamais été réellement prouvé. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de réanimateurs ont constaté que des cas graves se voyaient chez des personnes qui étaient jeunes et qui avaient des problèmes respiratoires, en particulier dus à la cigarette. Donc voilà, peut-être pour considérer que cette période est aussi un moyen de prendre soin de soi et pourquoi pas d'arrêter le trop plein de sucre ou d'arrêter la cigarette. Merci beaucoup Denis, et tout cela donc vous allez le retrouver sur Bibouda. Eric, de votre côté, un livre écrit en 2018, Ode à la fatigue. Y en a-t-il d'autres que vous avez écrits? Ah oui, j'ai écrit avec Adèle Van Rett, que je citais tout à l'heure, un petit livre qui s'appelle La pudeur. Là aussi, c'est une notion que j'ai eu envie de travailler grâce à mes étudiants soignants, médecins ou non médecins, parce que aller à l'hôpital, c'est parfois risquer quelque chose au sujet de sa pudeur. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle Corps et âme, j'ai écrit sur la dignité. Et alors, je vais vous faire une annonce, mais ne le répétez pas parce que le sujet va surprendre un peu mes collègues universitaires. Figurez-vous que le livre que je suis en train d'écrire, pendant le premier confinement, j'ai pas beaucoup avancé, mais là, c'est bien parti, est consacré au poil. Ça s'appellera sans doute L'école buissonnière, petite philosophie du poil. Voilà mon prochain sujet. Et je m'amuse beaucoup à écrire ça. Voilà, vous verrez. C'est un sujet beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. Et merci beaucoup, et on espère bien un jour que vous serez vous aussi sur Bibouda avec des propositions de formation. En tous les cas, cette espèce de réflexion joyeuse que vous pouvez avoir est très cultivée pour pouvoir conduire ce que l'on pourrait appeler la vie bonne. Merci beaucoup Denis, merci beaucoup Eric, et je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci.